Je suis Mike Tanzé, vous êtes sur Trust Mike TV, bienvenue dans les hors-séries. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons sortir complètement de l'art. Plus de musique, plus de mode, plus de danse, plus rien. Et on va partir sur un sujet, je pense, un peu plus sérieux et un peu plus important, puisqu'il s'agit là de politique, de vie sociale, d'éducation de masse. C'est parti. Génie, oh, yeah. On est des génies. Oh, oh. Je l'ai mise haute, la barre je l'ai mise haute. Nous ce qu'on veut c'est le succès sans avoir à sucer. En les voyant s'user tant qu'on n'a pas percé, on refuse de s'amuser. Génie, oh, on est des génies. J'ai l'immense plaisir de recevoir donc notre invité, Magoza Nzoum. Magoza, ça va? Ça va très bien et toi? Ça va super, déjà merci d'être venu, merci d'avoir fait le déplacement. Merci à toi pour l'invitation en tout cas. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, ce que tu représentes? Donc pour la présentation, elle sera assez rapide, même si j'ai quand même j'ai vécu quand même beaucoup de choses. Je suis né à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je suis venu en Europe, quand j'étais petit, je venais, je repartais en vacances. Et je suis venu définitivement en France en 2001. Et dès mon arrivée en France, j'ai été scolarisé dans le lycée de Jacques Chirac à Chaptal, dans le 8e arrondissement de Paris. Ensuite, je suis allé à la Sorbonne où j'ai un master en finance de marché. Et je suis également allé à Assas où j'ai fait une licence 2 de droit. Et en parallèle, j'ai étudié à Nanterre en obtenant ma 3e année de management des organisations et j'ai fait un DUT finance compta à Saint-Denis. Et après, j'ai fait des formations politiques et beaucoup d'actions au niveau de l'Afrique. On va y revenir. Juste petit aparté, le Assas où tu étais, c'était celui dans le 15e? Non, c'était celui dans, pas le 15e, vers Métro Dauphine là-bas. Là. Ok. Ouais. Justement, tout ce bagage-là, jusqu'où ça t'a emmené? Est-ce que c'était ton ambition qui t'a poussé à faire tout ça ou à l'inverse, t'as fait tout ça, donc tu t'es dit, avec les compétences que j'ai, je peux accéder Non, c'est même pas l'ambition. Je pense que je voulais avoir un gros carnet d'adresses et côtoyer ceux qui seront amenés à diriger en fait. Okay. Alors, je dis je voulais, mais je pense que c'est mes tantes qui avaient prédestiné les choses. Parce qu'en m'inscrivant dans le lycée, dans le 8e, c'était pour avoir un carnet d'adresses assez différent. Et ensuite de cela, je pense que j'ai suivi une route tracée par mes tantes sans le savoir. Mais aujourd'hui, avec le recul, je comprends que ça te permet de voir plusieurs sphères des personnes qui seront amenées à diriger la France ou à diriger l'Europe et voir prendre des décisions sur les pays africains. Tu parlais d'actions faites en Afrique. Est-ce que tu peux nous citer les actions et quand est-ce que tu les as faites? En fait, j'ai fait 21 ans sans repartir dans mon pays natal, même si j'allais dans d'autres pays d'Afrique. Je suis rentré au Congo en janvier 2021. Et en août 2021, j'ai créé la fondation pour rendre hommage à mon père, la fondation Zungu. Donc on a fait des actions sociales. Je suis allé dans une école où j'avais étudié au Congo, à Novéligue, pour écouter la réalité des jeunes élèves et comprendre comment ils appréhendent leur avenir au niveau du Congo. Et ensuite de cela, j'ai fait aussi une action dans un orphelinat parce que j'ai perdu mes 2 parents, donc je suis orphelin de père et de mère. Ça me tenait vraiment à cœur d'aller voir ces enfants-là et leur dire qu'ils ne sont pas tout seuls. Et que même si on a passé plus de temps à l'extérieur, quand on revient, on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice au niveau du Congo. Et donc j'ai passé 5 heures avec eux, on a ramené à manger, on a discuté. Et dans le cadre de ma fondation, on fait également du parrainage. On a pris en charge les frais de scolarité d'une fille qui venait d'avoir son examen d'état, l'équivalent du baccalauréat en France. Et du coup, on fait donc du mentorat, du parrainage. On fait aussi la sensibilisation à l'éducation civique et morale qui manque un peu à cette jeunesse congolaise. Et ensuite, on a parlé à l'école de l'intolérance, du fait d'accepter les avis de chacun. Et on a fait également une action avec les mamans maraîchères qui vendent du charbon, des beignets, pour essayer d'augmenter leur fonds de commerce. Et on a essayé de leur apporter des enveloppes personnelles. En tenant compte de leur réalité, on a passé du temps avec elles. Et là, on va repartir encore en 2023 avec la période électorale pour faire plus d'actions au niveau vraiment de la sensibilisation, au niveau des consciences. Parce que la jeunesse africaine et la jeunesse congolaise, on a beaucoup de difficultés parce qu'on n'a pas beaucoup de rôle modèles. Les rôles modèles apportent une influence à la jeunesse et les élites essaient d'apporter des réponses aux problèmes. Et aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, on a une différence des élites. Les élites ne sont pas dans les attentes de la population, donc ils travaillent plutôt pour un autre agenda. Selon toi, quelles devraient être les élites? On va se centrer beaucoup plus sur le Congo aujourd'hui, mais quelles devraient être les élites congolaises? En fait, les élites congolaises sont les personnes qui pourront apporter des solutions aux réalités congolaises.
Aujourd'hui, quand on demande à des jeunes Congolais qui sont les élites congolaises, on va nous citer Fally Ipupa, c'est un musicien. Comme je dis souvent, on ne bâtit pas une société avec des musiciens, journalistes et politiciens. On a besoin aussi des maçons, on a besoin des agents de sécurité, on a besoin des agriculteurs, des personnes qui s'occupent de la voirie, on a besoin de tout le monde. Aujourd'hui, pas tout, je vais essayer un peu de grossir les traits, mais en général, la majorité des jeunes Congolais aspirent à devenir politiciens, musiciens, footballeurs. Mais ce n'est pas ça qui bâtit une société. Quand j'étais plus jeune, ma maman était doctoresse, je rêvais d'être docteur, magistrat, professeur d'université. Mais aujourd'hui, ce n'est pas des métiers qui font rêver parce qu'il n'y a pas assez de moyens financiers là-bas. Donc ils aspirent tous à devenir politiciens parce qu'ils ont cette espérance de pouvoir être dans la meilleure gestion et donc voler les deniers publics. Est-ce que justement tout à l'heure tu disais que, à l'instant tu viens de dire, pardon, qu'en voyant ta mère être docteur, tu rêvais d'aspirer à ce poste-là. Est-ce que tu as senti à un moment donné une bascule où vraiment ce métier-là au Congo ne faisait plus rêver, ou c'est la suite logique des choix? En fait, j'aspirais quand j'étais plus jeune. Après, j'ai été coupé de mon pays natal pendant 20 ans. Donc j'ai vraiment bâti mon existence en Europe. Et donc au niveau de l'Europe, je ne voyais pas beaucoup de médecins noirs. Donc ça ne pouvait pas m'inspirer. Okay. Et donc j'ai vu des modèles qui étaient des footballeurs, des rappeurs, ou sinon des noirs dans le sport, dans l'athlétisme. Mais je n'ai pas eu ces rôles modèles de médecins. Quand tu peux regarder la télé, tu te dis waouh, j'ai envie d'être comme ce médecin-là. J'ai une anecdote, c'est que Despo disait toujours, pour voir des noirs à la télé, il fallait attendre Téléfoot. Mais nous, on a vécu cette génération-là, donc c'était complexe. Quand on voyait des Naomi Campbell à la télé, on disait c'est exceptionnel. On a grandi avec des Vanessa Demouy, des Virginie Ledoyen, ce n'était pas des références qui nous parlent nous. C'est pour ça que je dis, ce rêve-là, je l'ai peut-être enterré parce que la réalité française ne m'a pas permis de le réaliser. Est-ce que ça te tient à cœur justement d'éviter qu'il y ait des petits dans ce cadre-là? Donc c'est pour ça que tu fais tout ça? En fait, je me dis, France Fanon disait chaque génération a une mission à l'accomplir ou la trahir. J'estime que nos anciens en France n'ont pas eu ce rôle de transmission parce qu'ils avaient déjà leur propre réalité difficile à gérer. Maintenant, aujourd'hui, je me dis, j'ai des jeunes comme un jeune que je suis sur Instagram qui s'appelle Pierre Damougou, qui a eu l'occasion d'aller étudier aux États-Unis, qui a fait Normal Sup en France, qui nous permet, avec ses contenus Instagram, de dire à ces jeunes, vous pouvez le faire. On n'a pas de limite. Mais maintenant, si vous grandissez, il le dit souvent, si vous grandissez dans un environnement où vos rôles modèles sont des sportifs, vous ne pouvez pas rêver de faire autre chose. Mais si vous grandissez dans un environnement où les rôles modèles sont des sportifs et que vous sortez de votre zone de confort, vous allez voir qu'ailleurs, c'est possible de devenir tennisman, de devenir professeur. Et moi, j'ai cette chance à la Sorbonne d'avoir un professeur de comptabilité qui s'appelait Cyprien Kamalé, qui est entier. Et j'ai eu également un professeur de microéconomie qui s'appelait Kader Ouedraogo, qui était burkinabé. Donc ça change ma réalité de la Sorbonne. Ça me permet aussi, comme je dis souvent, le moment où je me suis senti le plus à l'aise dans mon parcours scolaire, c'était à Nanterre et à la Sorbonne, parce qu'il y avait plus de gens qui me ressemblent. À la Sorbonne, non, Nanterre et Saint-Denis plutôt. À la Sorbonne, c'était un peu plus élitiste, on était minoritaire. Mais à Nanterre, il y avait des UFR où on était plus nombreux. Okay. Et donc ça te permet aussi de ne pas avoir ce complexe de la prise de parole. Moi, la prise de parole, c'est quelque chose que j'appréhendais parce que je suis né au Congo. Quand je dis 18, les autres rigolent parce qu'ils sont nés en France. Ils n'ont pas mon accent. Et moi, c'était une force. Quand ils rigolaient, je disais, je suis meilleur que toi en espagnol, je suis meilleur que toi en maths. C'est des techniques que mes cousines m'avaient données pour pouvoir ne pas avoir de complexe. Mais beaucoup de Noirs, quand on est dans un environnement où on est minoritaire, on n'arrive pas à s'exprimer parce qu'on a peur de faire des erreurs. Sauf qu'on nous disait souvent à l'école, il n'y a pas de questions bêtes, mais quand un élève de la minorité va poser beaucoup de questions, on va essayer un peu de le taxer de rebelle. Donc un peu le système, il est un peu complexe. Donc ça, je milite pour essayer de montrer à ces jeunes si c'est possible. Ça sera difficile, mais il ne faudra pas lâcher parce qu'il faudra avoir des références et des rôles modèles. Dans tout ce parcours, on va dire scolaire, dans vraiment toute ta scolarité, jusqu'à ce que tu arrêtes définitivement les études, tu as expliqué à quel moment tu te sentais le plus à l'aise, mais le moment où justement c'était le contraire, tu te sentais le plus... Limite, tu voulais rentrer à King, c'était dans quel moment? En fait, j'ai eu envie de rentrer au Congo en 2008-2007. Je suis arrivé à la Sorbonne parce que j'ai eu cette chance d'être... j'ai des amis, ça fait 17 ans qu'on se connaît, on a fait donc le lycée. On a fait le lycée, on a fait la Sorbonne ensemble, on a fait Nanterre ensemble et certains on a fait l'UT de Sagny ensemble. Du coup, on s'est suivis à chaque moment. Mais à la Sorbonne, c'était vraiment difficile parce que tu sens que tu n'as pas les codes. Okay. Par exemple, il y a une communauté qui s'entraidait beaucoup et j'avais un pote qui était dedans qui me donnait un peu les réponses en avance.
Mais quand j'ai essayé de le donner à la mienne, et ils n'ont pas réussi à garder le silence. Donc c'est pour ça que je dis les codes, il faut les apprendre. Et pour apprendre les codes, il faut être dans ces milieux-là pour observer et te dire, ok, ils font comme ça, je vais essayer de reproduire dans ma communauté. Mais j'ai eu des moments de doute. C'est aussi à la Sorbonne que j'ai redoublé, je n'avais jamais redoublé. J'ai redoublé ma deuxième année. Je me suis remis en cause et il y avait un professeur qui me disait, tu as trop de facilité, je pense que le fait de redoubler, ça va te permettre de réfléchir et de repositionner sur ton parcours scolaire. Mais après, à ce même prof, je lui avais dit, en première année, vous m'avez dit que je n'irais pas jusqu'au master. Mais il m'a dit, j'ai senti une forme de rébellion en toi parce que tu te questionnais énormément. Quand tu ne comprenais pas, tu essayais vraiment de comprendre. Du coup, ça m'a remis en question. Mais après, ça m'a permis d'aller jusqu'au bout. Et j'avais dit à ce prof-là, quand j'arrêterai en Master 1 en partant en disant au revoir les Français, comme le célèbre président. Et quand je l'ai fait, il a dit, il a vraiment fait, mais pourquoi tu ne fais pas le Master 2 ? J'ai dit, je suis fatigué d'étudier. Est-ce que justement, ce redoublement-là, il t'a vraiment boosté vraiment fort ou il t'a un peu mis à terre et il a fallu te faire violence? Il te met à terre parce qu'on ne nous a pas appris à échouer. Ouais. Moi, aujourd'hui, je fais des contenus pour dire aux jeunes, c'est normal d'échouer. On nous a conditionné à être dans la performance, être le meilleur de la classe, être le numéro 2, numéro 3. Quand tu étais le dernier, tu étais souvent pointé du doigt. Sauf que être le dernier, c'est peut-être parce que tu ne te sens pas à l'aise à l'école, en fait. Mais peut-être que tu es meilleur dans d'autres domaines, mais l'école, ça ne te parle pas. Moi, j'étais ces étudiants un peu... Bon, certains amis disaient arrogants, mais je pense que j'étais sûr de moi. Quand j'ai la réponse, je vais lever la main. Si le prof ne veut pas, je vais insister. Et quand j'aurai la réponse... Limite, je dirais à ceux qui étaient à côté de moi, tu as répondu, mais ta réponse était nulle. J'avais un peu ce côté provoque. Et je pense que ça, beaucoup de Noirs qui étaient avec moi à l'école trouvaient ça un peu limite. Mais je leur ai dit, c'est grâce à moi que vous avez pu vous dépasser parce que vous êtes d'ici, le fait, c'est possible. Mais après, j'avais aussi de l'avance. Quand je quitte la Sorbonne pour Nanterre, j'étais un peu comme un grand frère qui repart avec les plus jeunes. Okay. Du coup, j'avais des facilités. Il y avait des moments où le prof parle, je pouvais parler. S'il me pose une question, je réponds du tic au tac. Mais c'était aussi pour leur dire à un moment donné, si vous êtes capable de le faire, il ne faudra pas hésiter à prendre la parole. Mais moi, ça m'a mis KO. Après, comme je dis, j'ai une force mentale qui fait que quand je suis en difficulté, j'essaie d'aller chercher au plus profond de moi, là où j'ai pu rebondir quand j'étais mal. Mais après, ça m'a permis de me dire, ok, tu veux faire quoi plus tard, essaie d'avancer. Mais je m'étais fixé l'objectif master quand je l'ai eu. J'ai dit, bon, ça ne vaut pas la peine, donc il faut arrêter. Je suis reparti à Nanterre pour faire une autre filière dans l'objectif d'aller en Master 2, mais après, au bout d'un an, je me suis dit, c'est pas la peine. En fait, on étudie, mais le marché du travail te rappellera que tes diplômes, c'est un peu complexe. Par exemple, j'ai postulé à la BNP, on m'avait dit capacité à remettre en cause les décisions. Parce que j'avais un Master 1 et que j'estimais que le gars qui me faisait passer l'entretien, il était dans une position trop détendue. Okay. J'arrive à 8h, Grand Boulevard, il prenait son café pendant qu'il passe à l'entretien. Je trouvais que c'était un manque de respect et je lui ai fait comprendre que ça ne m'intéressait pas le poste. Mais ça m'a vraiment permis de me dire, ok, quel est l'objectif que tu souhaites atteindre et essaie de te donner les moyens. Mais j'insiste surtout sur le fait qu'on doit apprendre à échouer. Qui t'a appris à échouer? Comment? Qui t'a appris à échouer? Parce que du coup, moi-même, je suis beaucoup plus jeune que toi, mais même moi, voilà, on m'a conditionné à l'école. Regarde, lui, c'est le premier, regarde, tu dois être... Qui t'a appris à échouer? En fait, moi, je pense que je me suis souvent moqué de mes amis qui redoublaient plutôt. Et j'estimais que quand on redouble, on est sur un avantage comparatif. Et je voyais, en fait, tu as déjà vu les cours. Ouais. Mais je voyais des mecs qui avaient redoublé, mais ils étaient toujours aussi nuls. Je me disais, c'est pas normal. Mais en fait, c'est parce qu'ils n'avaient pas cette volonté de réussir. Quand j'ai redoublé, je faisais mes exercices plus tôt que les autres. Et j'avais déjà les exercices de l'année dernière qui ne changent pas souvent parce que les programmes restent quasiment les mêmes. Donc j'avais cette assurance de venir en me disant j'ai déjà fait les exercices, je dois moins travailler, mais être plus performant face au professeur. Parce que je sais que j'avais clashé un professeur à Nanterre. Non, c'est une dame, j'ai clashé la dame. En gros, j'avais fait un devoir de méthodologie où j'avais 17. Elle m'avait donné un deuxième devoir, j'ai dit j'ai pas envie de le faire. J'avais dit prenez ma note divisée par 2 et mettez-moi une moyenne. Elle m'a dit je vais faire votre note plus 0 divisé par 2. J'ai compris qu'en fait j'allais être perdant, mais c'est devant toute la classe. Mais du coup à la Sorbonne on nous avait appris que le professeur reste le maître de ta décision universitaire. Donc j'ai fait un mail d'excuses pour les jeunes à l'époque. Mes potes ils disaient t'es un suceur. Je disais
vous n'avez peut-être pas compris les codes. Quand j'ai fait le mail d'excuses, elle reçoit le mail parce que l'adresse mail est bonne, on a les adresses mail des profs. Mais en fait, la contrainte, c'est qu'elle ne peut pas répondre. Okay. Si elle répond, elle laisse une trace. Okay. Mais maintenant, si tu vois ta moyenne qui ne change pas, tu comprendras qu'elle a compris tes excuses. Et quand je suis revenu en cours, elle m'a dit, j'ai bien reçu la note, on verra pour la moyenne. Mais après, j'ai une bonne moyenne. Et quand je dis ça à des jeunes, ils ne croient pas, je montre le mail. Ils voient que j'ai fait les excuses. Mais du coup, ils me traitent de suceur. Mais je leur dis que c'est le système, il est ainsi. On respecte les professeurs parce qu'ils ont une décision sur ta vie scolaire. C'est des codes qu'on a appris à la Sorbonne qu'ils n'avaient pas. Est-ce que, d'une certaine manière, tu dis que quand bien même toutes nos aspirations, on se doit de se plier à ce que veulent les gens qui ont un pouvoir de décision? En fait, moi, j'ai une phrase qui consiste à dire ceux qui fixent les règles sont des tricheurs. Okay. Mais si tu veux jouer, il faut maîtriser les règles. Les règles universitaires, c'est les profs et le système éducatif qui les fixent. Maintenant, toi, tu as un rôle, c'est obtenir le maximum de diplômes. Soit tu joues le jeu, tu vas dans le sens du professeur sans être un rebelle, ou quand tu es rebelle, tu essaies de t'excuser. S'excuser, en fait, c'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris aussi à faire. Ouais, quand tu t'excuses sincèrement, c'est... Devant les autres, ils vont dire, lui, il est faible. Mais toi, tu sais pourquoi tu t'excuses. Parce que tu as l'intérêt. L'intérêt, c'est avoir tes diplômes. Maintenant, je pense qu'on doit aussi dire à cette jeunesse, dans ce système dans lequel on vit, il faut respecter les règles. Et si tu es malin, tu peux contourner les règles. Mais si tu n'es pas malin, ne joue pas. Aujourd'hui, en 2023, tout à l'heure, tu parlais de la période électorale. Est-ce que tu as des ambitions vis-à-vis de cette période-là? Et quelles sont tes ambitions là aujourd'hui en 2023? Après, j'ai toujours formé des jeunes aux questions politiques africaines et je suis un militant activiste panafricain. On défend les intérêts de l'Afrique de par notre situation géographique. Mais j'estime qu'aujourd'hui, après avoir formé beaucoup de jeunes, la demande c'est pourquoi tu ne postules pas à la députation au Congo. Je leur dis je peux le faire, mais après, moi, dans mon idéal, j'aimerais qu'on crée un parti de la diaspora et des populations locales. Ça demande des moyens et je pense qu'aujourd'hui, au niveau des financements, on a encore du mal à se faire confiance. Okay. Donc, comme ça risque de prendre du temps, je préfère plutôt intégrer plusieurs jeunes dans des partis politiques, obtenir des postes de députés et ensuite faire une fusion interne à l'intérieur. Okay. Et ensuite, une fois qu'on est déjà en place, on peut créer des partis politiques parce qu'on aura les moyens de notre politique. Mais aujourd'hui, je compte me présenter à la députation en 2023 et j'irai au Congo incessamment sous peu pour m'enrôler et faire le nécessaire pour gagner la députation. Okay. J'avais une discussion il y a quelques jours avec une amie qui, elle, était plus du parti du nous, la diaspora, on doit prendre un maximum de diplômes et ensuite aller sur place pour, étant donné nos connaissances, aider, je vais reprendre ces mots, aider le pays à se développer. Et moi, j'étais plus dans une posture de, ça c'est plus ou moins un discours de colon, parce que ça sous-entend que les gens sur place ne connaissent rien. Toi, tu te placerais où dans ce débat-là? Après, on a un problème du diplôme. Certes, on a étudié en Europe ou à l'extérieur. J'ai beaucoup de diplômes. Mais quand je rentre au Congo, je ne pars pas à mes diplômes. Parce que ce qui a détruit l'Afrique, c'est tous ces diplômes venant de l'extérieur. Parce que quand on rentre en Afrique pour essayer de travailler, il faut déconstruire son imaginaire collectif. On risque d'avoir par mimétisme des comportements coloniaux. Par exemple, penser qu'on est supérieur à ceux qui vivent dans le pays, alors qu'il y a des gens qui sont dans le pays, qui ont déjà réussi à monter des business, qui essayent de sortir un peu, de voir ce qui se passe à l'extérieur. Mais ils ont cet avantage, c'est qu'ils connaissent le terrain, ils savent les besoins de la population. Maintenant, si on part dans une optique d'aller dans la colline des émotions de l'autre, ce qui veut dire qu'on va essayer d'aller dans la réalité de l'autre, comprendre ce qu'il espère avoir comme changement et apporter notre connaissance, d'accord. Mais très souvent, sans le vouloir, on aura ces comportements qui consistent en fait à imposer aux autres notre réalité. C'est pour ça que je dis, quand je dis aux jeunes de rentrer au Congo, je leur dis, allez plusieurs fois, observer, tenter de comprendre, essayer de voir quels sont les besoins, essayer de voir si ça peut coller à leur réalité et si vous-même, étant Congolais ou étant Africain, si on a passé trop de temps à l'extérieur, quand on rentre dans notre pays, on doit se réintégrer parce qu'on ne connaît plus les réalités du pays. Maintenant, si on part avec une volonté de faire et qu'on a ces éléments-là, on peut faire des actions. Mais je pars du principe qu'aujourd'hui, il y a par exemple des Noirs qui achètent des voitures en Europe qui vont vendre en Afrique. Mais une fois qu'ils ont vendu, ils prennent l'argent, ils viennent dépenser en Europe. Ils sont en train de piller le continent. Le modèle économique idéal serait d'aller vendre les voitures là-bas, créer des emplois, donner un revenu aux populations locales. Et là, on participe à l'essor du continent. Maintenant, chacun essaie de
d'agir à sa façon, mais on n'a peut-être pas les bonnes méthodes. Ce modèle économique-là, c'est dans l'idéal, mais est-ce que à l'heure actuelle, c'est vraiment possible ou tu penses qu'il suffit avec des grands guillemets que quelques personnes le fassent pour que ça démarre Après, comme je dis souvent, on a besoin d'une minorité pour influencer la majorité. En Afrique, surtout au Congo, tout est à faire. On a un problème de formation personnelle. Ça, c'est sûr. On a un problème d'alimentation alors qu'on peut être autosuffisant. On a aussi la faillite des élites. Donc tout est à faire. C'est pour ça que quand je vais là-bas, à chaque fois je regarde, quand je circule dans les rues, je me dis là je peux faire ça, là je peux faire ça. Mais dans l'idéal, il faut s'unir en groupe. En fait, on a très souvent oublié, nous avons oublié la valeur africaine qui est le groupe. On est devenus tous des individualistes avec la société capitaliste. Maintenant, si on rentre en Afrique en espérant gagner de l'argent sur ses frères et sœurs, moi, ça me pose un problème d'éthique. Après, comme je dis, moi, je ne suis pas là pour la gloire, je suis là pour la prospérité. Là, par exemple, avant de venir, mon compte Twitter a sauté. Ceux qui m'ont signalé sont peut-être même des Congolais. C'est pour dire que je fais un travail qui rencontre des obstacles venant même de sa propre communauté. D'où la phrase qui consiste à dire « Une nation est détruite de l'extérieur si et seulement si de l'intérieur il y a de la compromission ». C'est parce que beaucoup auront du mal à comprendre ce que je fais. Mais j'ai un mentor qui me dit souvent, même mon professeur de stratégie internationale me disait à la Sorbonne, si tu fais pas l'unanimité, c'est que tu es dans le bon chemin. C'est comme le cas de la Covid. Je n'ai pas été vacciné, pourtant j'ai dit aux gens, si tu souhaites te vacciner, vaccine-toi. Mais pose-toi les bonnes questions du pourquoi tu te vaccines. Si c'est simplement pour aller au cinéma, je trouve que c'est débile. Si tu es à risque, ok. Mais aujourd'hui, on a eu des débats avec des amis avec qui on a étudié, on a eu le même cursus scolaire, où on n'était pas d'accord. Mais X temps après, ils disent en fait, peut-être tu avais raison. Je dis, je ne cherche pas à avoir raison. Moi, je pose un débat, on discute, chacun met ses avis. Ensuite, chacun décide en fonction de sa conscience. Maintenant, l'école nous a appris à obéir et non à réfléchir. Donc, venant d'une personne qui a fait des longues études, quand je dis ça, on dit, mais ton discours, il n'est pas clair. Je dis que moi, j'ai un devoir de transparence. Je te dis que j'ai étudié, ok, mais j'ai étudié aussi parce qu'il y avait la pression familiale. Dans ma famille, ils sont tous surdiplômés, donc j'étais obligé. Mais quand j'arrête les études, c'est mon frère qui m'appelle. Il m'appellera, il me dira, t'as enfin arrêté alors que pour nous, tu étais le plus intelligent de la famille. Je dis, mais je n'ai pas vos diplômes. Il me dit, en fait, les diplômes, c'est un obstacle. Le Master 2, tu aurais pu l'avoir, tu as arrêté tout seul. Maintenant, tu t'es posé le pourquoi je fais des études et le pourquoi que... La réponse à ton pourquoi t'a convaincu d'arrêter. Mais souvent, on étudie pour nos parents. Et ce n'est pas le but. Et ça, c'est sûr que niveau prospérité, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Justement, continuons sur le pourquoi. Pourquoi la députation? Et est-ce que c'est une étape parmi d'autres où tu penses que l'ambition que tu as actuellement, avec ta vision, la députation peut te permettre Après, je parle de mon parcours de militant. Il commence en 2011, okay, avec l'arrestation de Laurent Gbagbo. Okay. On a fait beaucoup de marches, on a fait même des gardes à vue. Ensuite, après avoir pris du recul, on s'est dit, marcher c'est bien, mais avoir un essor économique, c'est meilleur. Parce que si on est fort économiquement, on nous respecte. Aujourd'hui, on est juste des consommateurs, on ne produit pas. Maintenant, le communautarisme est aussi mal vu au niveau des pays européens. Mais le communautarisme caucasien ou blanc, c'est pas péjoratif de dire blanc, est invisible. On consomme tous dans les entités qui sont blanches. Mais c'est du communautarisme. La préférence communautaire entre l'Allemagne et la France, c'est du communautarisme. Mais si un pays africain dit je fais du business qu'avec le Cameroun et pas les autres, c'est mal vu. C'est là où je dis en fait le système est fait de façon à ce que certaines choses soient invisibles, qu'on n'arrive pas à lire. Maintenant, il y a un cheminement. Je commence en 2011. En 2015, je rencontre mon mentor qui vendait des livres à Châtelet, sa boutique s'appelait Soul & Brothers, qui me dit de créer ma première bibliothèque noire. Donc je commence à me questionner, je lis mon premier livre qui est L'homme au chapeau de Marcus Garvey. Ensuite je vais lire Frantz Fanon, Aimé Césaire, Kwame Nkrumah, Steve Biko, il y a plein d'autres livres que je vais commencer à lire. Mais je réalise en fait que dans le livre de Steve Biko, La conscience noire, il disait tout ce qui vient du noir est mauvais. La couleur noire est toujours synonyme de mauvaise chose, le blanc c'est la pureté, nos langues sont mauvaises, mais on parle le français. Par exemple, le Congo est le premier pays d'Afrique francophone. Ouais. C'est énorme. Kinshasa étant la plus grande ville francophone du monde. Quand le président Macron dit qu'ils n'ont pas besoin de militer contre la France parce qu'ils font la promotion de la France en parlant français, ben, ils nous ont déjà eu avec le français.
C'est là où je dis parler nos langues est une force. Moi, j'ai fait un double travail. Quand j'étais à l'école, je réfléchissais en lingala, je vais transposer en français. C'est énorme. Alors que, parce que ta langue de base, C'est lingala. mais c'est quoi du coup? Tu t'es forcé, parce que tu as passé quand même longtemps ici, En fait, tu t'es forcé à revenir sur tes prémices ou... En fait, je parlais français au Congo, mais en fait, mes idées sont plus claires en lingala. Ok. Maintenant, c'est comme les musiciens congolais. Quand on leur dit de parler en français, ils font des fautes. Ouais. Parce qu'ils sont plus à l'aise en lingala, mais ils doivent faire l'effort d'être compris par les non-lingalophones. Et ça, c'est un double travail. C'est pour ça que je dis, nous avons cette appétence à apprendre les langues des autres facilement. Mais pourquoi on néglige nos propres langues? Est-ce que tu penses que l'une des premières actions ou l'une des actions les plus fortes pour le Congo, ce serait de pas supprimer le français, mais de la reléguer en seconde ou troisième langue? Dans l'idéal, après, comme je dis, Mobutu avait fait la zaïranisation. Et vous, je suis zaïrois, africain, bantou. Comment voulez-vous que je puisse porter un nom juif, moi qui ne suis pas juif? Connaissez-vous un seul juif au monde qui porte un nom zaïrois? Et pourquoi moi? Croyez-vous vraiment que ce serait intelligent, pensable de la part d'une jeune fille de mon pays de porter le prénom de Chantal, de Marie-France, de Marie-Flore? Ça veut dire quoi? Il avait imposé des des prénoms africains. Par exemple, Magoza, c'est un post-nom. C'est Ok. africain. Beaucoup pensent que c'est pas mon prénom. Mais c'est mon prénom parce que je suis né à l'époque du Zaïre. Ok. On avait tous des deuxièmes prénoms. Et on a effacé nos premiers, on a mis les deuxièmes. Parce qu'il nous disait, j'ai jamais vu un juif s'appeler Kitambala. Ouais, il y avait Mais une nous, on vidéo s'appelle de ça. Joseph, on s'appelle Jean-Pierre. C'est pour dire simplement, on doit être connecté à nos racines. C'est pour ça que je dis, ce cheminement-là me pousse à me dire, ok, tu as fait tout ça, et maintenant, qu'est-ce que tu fais? J'ai commencé vraiment à militer au niveau de 2016-2017. On a fait des actions en Afrique de l'Ouest, on a fait des actions en Côte d'Ivoire. Et après, le Congo, ça ne me parlait pas parce que j'ai perdu mes parents, donc je n'avais plus vraiment cette attache. Maintenant, avec la Covid-19 en 2020, je me suis beaucoup questionné sur un départ au Congo. Je suis allé au Congo pendant que vous étiez confinés en Europe. Et c'est là où je me suis dit, bon, et la dictature, c'est en Afrique ou en Europe? C'est peut-être aussi un mot qu'on ne maîtrise pas très bien. Parce que, étant en France, avoir un couvre-feu à 18h30, pour moi, c'est une forme de dictature, puisqu'on nous prive de nos libertés sous prétexte qu'on doit nous protéger sur un virus. C'est pour ça que je dis ce cheminement-là, quand je rentre au Congo, je comprends les réalités du pays. Je parle avec des jeunes qui sont déjà rentrés avant moi, que j'ai formés en Europe. Ils me disent, il serait temps que tu reviennes. Je leur ai dit, moi, je suis venu pour un projet d'agriculture. Et je parlais avec des mécènes de la place et des politiques congolais, ou des politiciens congolais, qui m'ont dit, ton papa a travaillé dans l'agriculture, il était ingénieur agronome. Mais il avait une ONG allemande avec qui il travaillait. Donc tu veux créer une ONG pour travailler dans l'agriculture, mais pourquoi pas la politique? J'ai dit, la politique congolaise ne m'intéresse pas vraiment, je préfère former des jeunes. Mais lors des échanges et après plusieurs retours, il me disait toujours, il faut que tu crées la fondation pour rendre hommage à ton père parce qu'on risque de la reprendre. Mais moi, je ne comprenais pas l'importance. Et en fait, on m'a dit qu'il y avait un cousin qui voulait faire de la politique. Ok. Et il comptait sur la fondation et le nom de mon père pour avoir une propulsion. Donc j'ai créé la fondation pour protéger le nom. Mais après, de fil en aiguille, certains amis m'ont dit pourquoi pas la politique au Congo. Et comme je compte rentrer m'installer définitivement d'ici 2025-26, je me suis dit on va essayer après avoir formé, on va essayer nous-mêmes d'être sur le terrain et faire des actions. C'est pour ça que quand j'ai fait mon passage à CNews, j'ai eu plus de crédibilité pour certains Afro de France, les Noirs de France qui doutaient. Quand j'ai eu ce débat contradictoire avec Morandini et tous ces intervenants. Sans raison, Gérald Darmanin. On est en direct avec Magoza Zongo, qui est militant, activiste panafricain. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous pensez qu'il ne faut pas dissoudre cette structure ? Bonjour Monsieur Morandini, bonjour à toutes les personnes qui sont sur le plateau. Quand j'entends Monsieur Jean Terlier dire que c'est une association raciste, est-ce qu'il pourrait me définir le racisme, s'il vous plaît? Écoutez, monsieur. Parce que j'aime bien, c'est bien de dire que c'est raciste, mais définissez-moi
le mot racisme, s'il vous plaît. Écoutez, on n'est pas à l'école et je ne répondrai pas à votre question. Je vous renvoie vers l'émission de votre porte-parole hier chez Cyril Hanouna. Et vous avez là, pour le coup, des propos qui sont propos racistes, qui sont des propos qui font preuve de discrimination. Dire que la France est un pays négrier, je crois que c'est pas possible d'avoir ce type de raisonnement-là en République. Donc, je ne répondrai pas à votre question, mais laissons la justice faire et qualifier ses propos. D'accord, et qu'à la fin, je sorte de ce débat-là sans avoir été noyé dans l'eau. Ils se sont dit, en fait, il est fort. Mais maintenant, j'ai un ami qui dit, mais il est fort parce qu'il a convaincu les... Justement, c'est ça que j'allais dire. Il a convaincu les autres. Est-ce que justement, il n'y a pas ce côté où certains te trouvent fort parce que tu es allé dans une chaîne comme CNews pour convaincre... Voilà, on connaît le public de CNews et les gens qui la composent, mais... Est-ce qu'on ne te trouve pas fort justement parce que tu es allé dans ce terrain-là ou vraiment on te trouve fort pour les idées que tu as véhiculées, comment tu les as véhiculées? En fait, moi, ceux qui me connaissent depuis 15-17 ans, moi-même mes propres amis avec qui j'ai étudié, en 2016-17, on n'était pas d'accord sur certains de mes discours. Mais je pense que j'avais une prise de conscience qu'ils n'ont pas encore. Donc ils ne comprenaient pas, ils disaient que c'est trop radical. Mais en fait, quand un noir défend la cause noire, il est forcément radical. Je dis, c'est bizarre. Pourtant, je prône pas, j'appelle pas à la violence, je demande juste à utiliser notre intelligence pour devenir fort et être respecté. On n'a pas besoin d'aller en guerre. Par exemple, quand il y a eu l'agression du livreur à Cergy, il y avait des gens qui faisaient des lives sur Instagram, chez Sagalov par exemple, qui disaient oui, il faut qu'on aille faire de la violence. J'ai dit la violence n'a jamais été en notre faveur. On s'organise, on met en place les moyens financiers, on va se faire respecter naturellement. Et ensuite de ça, on fait quoi? On dit on est respecté par les autres. On essaie maintenant de nous-mêmes s'organiser et créer nos propres médias, créer nos propres boutiques, créer nos structures et devenir une force économique. On n'aura pas qu'à demander le respect. Maintenant, ceux qui prônent la violence, quand on va se faire arrêter, Lumumba disait la justice a toujours été accommodante, que tu sois blanc ou que tu sois noir. Maintenant, c'est le système il y a le racisme systémique que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas. Moi, je dis que la notion de racisme est liée à la couleur. Non, c'est lié au pouvoir. C'est pas la couleur. Mais on nous a vendu la couleur. Maintenant, on l'a intégré. Moi, aujourd'hui, je pars du principe que le racisme est un fait de société pour moi. C'est-à-dire que j'ai les armes nécessaires pour y faire face. Que tu me traites de sale noir, de sale singe, ça ne me touche pas. Parce que je connais ma valeur et j'ai une estime de moi qui me permet de me dire c'est pas important. Il a peut-être ses préjugés. Par contre, nous avons tous des préjugés les uns envers les autres. Oui. Mais maintenant, les préjugés, quand on les intériorise, deviennent des croyances. On pense que c'est réel. Mandela disait on ne naît pas raciste, on le devient. Ce qui implique qu'il y a une forme d'éducation avec des valeurs et des messages qu'on transmet aux enfants. Maintenant, la question c'est se dire si on comprend tous ces mécanismes, on sait qu'il y a des moments où ça sera difficile, mais on s'en fout. Maintenant, quand on n'est pas fort mentalement, quand on te traite tous les jours de sale singe, de sale noir, tu vas craquer à un moment donné. C'est pour ça que je dis, moi j'ai eu un jeune qui a été traité de sale noir à Châtelet par une Asiatique. Il allait en venir au match, je suis venu, je me suis interposé, j'ai parlé avec lui pendant 1 minute. J'ai dit, tu frappes, tu vas en garde à vue, c'est ta mère qui vient. Du coup, on a perdu, on n'a pas gagné. Mais si tu intériorises le fait que tu n'es pas un sale noir, tu passes à autre chose. Mais ça demande la force mentale. Il y avait des agents de la sûreté qui me disaient, je vais parler avec lui, il va rien faire. Je l'ai expliqué, après à la fin, on est parti, on s'est posé, on a pris un petit café au McDo. J'ai dit, en gros, ces genres de choses, c'est des micro-agressions qui arriveront toujours. Maintenant, à chaque fois que tu te bats, tu perds. Mais concentrons-nous sur la réalité. Dire à un jeune que ça arrivera toujours et que tu peux rien faire face à ça, est-ce que c'est pas une sorte de violence qu'on lui rajoute à la microagression qu'il vient de vivre? Je dis pas qu'il peut pas rien faire. Moi aujourd'hui je donne des cours à la Cassia, chez Coquille Tabarez. Je donne des cours en ligne à des enfants de 5 à 17 ans. Et on a aussi ouvert une structure pour l'afroculture des adultes. Je leur dis, je vous donne les mécanismes de défense face au racisme. Mais la violence n'a rien apporté à notre combat. Maintenant, avoir la connaissance de notre histoire, avoir l'estime et la confiance en soi. Si tu me traites de sale noir, je connais mon histoire, c'est pas grave. Maintenant, on a fait des grandes choses, mais on ne va pas faire de la masturbation intellectuelle. On a construit les pyramides, les ascenseurs, les 9 brevets informatiques, comme le disait Kalala Moutoundé, paix à son âme. C'est nous. Mais une fois qu'on le sait, on fait quoi? On crée un écosystème et on avance. Maintenant, celui qui me traite de sale noir, il a ses préjugés. À chaque fois que je perdrai mon self-control face à lui, c'est moi qui me fais du mal. C'est pour ça que tu me traites de... Il y a une dame qui m'avait, une fois à Châtelet, je l'ai cognée, je me suis excusé, mais elle n'avait pas écouté.
Elle a dit tous les mêmes. J'ai dit, réitérer un peu le propos. Tous les mêmes, c'est quoi tous les mêmes? Elle n'arrivait pas à dire ce qu'elle pensait. Et sa fille qui est à côté, elle dit, en fait, maman, elle pensait à des Noirs. Du coup, j'ai dit, vous pensez quoi des Noirs? Donc, je crée le débat. Mais il n'y a pas de violence. Il y avait des Noirs à côté qui commençaient déjà à s'énerver. J'ai dit, l'énervement sera toujours perdant. C'est pour ça que j'ai fait une formation de gestion de conflit par rapport à mon travail aussi. Je travaille dans les assurances. La gestion de conflit, le conflit, c'est deux personnes. Celui qui montera le plus, il aura une montée de charge émotionnelle. Maintenant, mon formateur disait, sans la charge émotionnelle, nos conflits sont que des désaccords. Un client qui s'excite au téléphone, moi, mes collègues le savent, ils savent. Je suis monotone, zen. Il parle, je le laisse parler. Moi, je dis, très bien, monsieur, sur votre demande. Mais il se dit dans sa tête, mais ce gars-là, j'ai insulté, j'ai tout fait, il s'en fout. Quand je raccroche, ma journée continue. Maintenant, ces micro-agressions ont toujours existé. On doit avoir des armes pour faire face. Les armes, c'est connaître ton histoire, ta valeur, ton estime de soi. Et ensuite, tu avances. Maintenant, on ne va pas pousser les autres à nous accepter. C'est là où je dis, en fait, on ne doit pas perdre notre temps sur ce genre de micro-agression. On doit juste se dire, ça existe. Mais si on me le dit, je sais comment réagir et je passe à autre chose. Okay. Au niveau justement de ce parcours politique, souvent, voilà, je vous ai expliqué que souvent on te posait la question, mais pourquoi tu ne le ferais pas, on te verrait bien dedans, etc. Est-ce que tu te sens plus soutenu que jamais actuellement? Après, le soutien, c'est quelque chose qui est difficile à obtenir au niveau de la diaspora. Comment toi, tu définirais déjà le soutien pour toi? Le soutien, c'est des initiatives interpersonnelles. Moi, par exemple, j'ai cette appétence. Par exemple, là, je suis habillé en Kin Label. C'est un Congolais qui l'a fait. Je ne suis pas obligé de le porter. Mais je le soutiens parce que c'est un jeune frère étudiant qui lance une marque, on soutient la marque. Maintenant, si tous les Congolais soutiennent sa marque, il va prospérer. S'il prospère, il emmène le groupe avec lui. C'est comme ça que les autres font, ça s'appelle la solidarité. Et qu'est-ce que tu penses de ceux qui, justement, pensent comme toi jusqu'à ce qu'ils se disent « Ouais, mais de toute façon, s'il monte, il va nous laisser en bas ». Parce que là, tu parles d'emmener le groupe, mais qu'est-ce que tu penses des gens qui ont cette crainte-là, qui est plus ou moins légitime? En fait, apprenons à se faire confiance. Dans tous les business, il y a toujours de la déception. Mais si on pense tous comme ça, on ne va jamais prospérer, on va toujours continuer à se plaindre. Moi, je m'habille je porte beaucoup de marques des frères et sœurs parce que je me dis, si je le porte, par exemple, ce pull, j'avais porté un autre modèle en noir à Kinshasa, on m'a demandé où tu l'as eu, donc du coup, je le ramène de la clientèle. Mais normalement, c'est du bouche-oreille, mais il faut avoir la volonté de le faire. C'est pour ça que j'ai du mal avec ceux qui doutent, parce que on doit travailler sur le doute. Le manque de confiance, l'ego, c'est des freins pour la lutte. Je dis toujours, quand les autres pays occidentaux s'assient dans des bureaux pour dire on va les couper le Mali en deux, ils ne sont pas tous d'accord au départ. Mais pour l'intérêt général, ils se mettent d'accord. Quel est l'idéal qu'on rêve d'avoir en tant que Noirs dans des pays à dominance blanche? C'est à nous de savoir. Parce que tant qu'on n'est pas organisé, tant qu'on n'est pas solidaire, c'est les autres qui profitent. Par exemple, quand on a eu le singe le plus cool de la jungle, tout le monde continue encore à aller s'habiller à H&M. Sauf qu'un boycott, ça permet d'obtenir soit des résultats ou soit de se dire, ok, H&M, il y a des équivalences. On va dans une autre boutique, on boycotte H&M. Parce qu'on est des producteurs, mais on est des consommateurs, mais on ne produit pas. Par rapport à H&M, j'ai la sensation que ça a été fait, mais pendant un très court instant. Parce que la conviction n'est pas là. Quand tu as une conviction, tu vas aller au bout. Tu es en train de dire que c'était surtout un phénomène de mode? En fait, on est trop dans la hype. Si Mike le fait, je vais le faire. Mais si Mike va jusqu'à 10 ans, toi, tu vas t'arrêter au bout de 2 mois. Parce que tu n'es pas convaincu de ce que tu fais. C'est là où je dis il faut avoir la conviction de ses idées. Moi, je suis cohérent parce que ceux qui me suivent ceux qui me connaissent depuis que je suis en France, ils disent aujourd'hui, il a eu des moments où personne ne comprenait ce qu'il faisait, mais aujourd'hui, on comprend ce qu'il fait parce qu'on a l'historique. C'est comme quand je passe à CNews, j'ai beaucoup de partages, même des sceptiques. Maintenant, il y a une fille avec qui on est dans un groupe Facebook qui avait dit, mais pourquoi vous êtes hypocrite comme ça en fait? Vous n'avez jamais adhéré à tout ce qu'il proposait, mais quand il passe là-bas, vous dites, ouais, c'est notre gars. C'est parce qu'on a besoin de cette reconnaissance des autres. Parce que si on passe à CNews, il y a eu des moments où j'aurais pu fourcher. On me parle d'antisémitisme, on me parle de la LGBT, c'est des moments où, si tu n'as pas les bons mots, tu pars en vrille. Et ils savent que beaucoup de Noirs ont du mal à s'exprimer sur ce genre de sujet-là. Moi, ils me parlent d'antisémitisme, je lui dis, on est venu parler de racisme. Si vous ramenez l'antisémitisme et la LGBT, c'est pour invisibiliser le racisme. Parce que si on mélange toutes les causes, le racisme est tout en bas. Moi, je suis venu parler de racisme. On reste sur le racisme, on avance. Et quand je recadre ça, ils savent que ce gars-là, quoi qu'on dise, c'est KO. C'est comme l'exemple des militaires maliens.
est-ce que vous condamnez la mort des militaires maliens, des militaires français au Mali? Je dis, s'ils sont morts pour défendre les intérêts de la France au Mali, c'est regrettable. Ces militaires n'ont rien à faire au Mali parce qu'ils n'ont pas à aller défendre les intérêts de la France. Ils doivent se déplacer s'il y a des ressortissants à les récupérer. Mais être stationné pour défendre les intérêts d'Areva, ce n'est pas l'objectif d'un militaire. Pour avoir un cousin qui a fait cette guerre-là, justement, il serait fortement d'accord avec toi. Justement, là, en termes d'idéologie politique, si maintenant tu avais la possibilité de faire, tu as carte blanche, à quoi ressemblerait le Congo idéal pour toi? En quelques mots, tu sais le Congo idéal. Tout était à refaire au niveau, par exemple, de la voirie, de l'éducation, etc. Sur quelques points, voilà, l'éducation, la société, même les finances. En fait, moi j'ai un projet en 5 grands volets. Déjà, le premier volet, c'est sécuritaire. Avoir le contrôle total de toutes nos frontières parce qu'on est un pays avec 9 voisins et 9 potentiels agresseurs. On reprend le contrôle territorial avec une armée régulière et républicaine composée que des Congolais. Parce qu'on a un peu ce conflit de père et de mère. Mais si c'est des Congolais qui sont peut-être 50-50, mais c'est vraiment des Congolais qui défendent l'intégrité du pays, ok. Congolais binationaux, tu es pour la binationalité? Moi, je suis pour la double nationalité parce que ces mêmes Congolais qui sont devenus français ou belges participent à l'économie congolaise, on envoie de l'argent. Quand c'est leur argent, ils sont Congolais. Quand c'est pour voter ou faire des actions, ils ne sont pas Congolais, ils ont d'autres passeports. C'est un peu fourbe. Après, Mobutu avait insisté sur le fait d'avoir un seul passeport. Mais c'est des lois qu'on peut réviser. Parce qu'aujourd'hui, on doit tenir compte de toutes les forces vives. Et je pense que ce pays sera reconstruit avec la force de la diaspora et des populations locales. On ne pourra pas faire l'un sans l'autre. Okay. C'est lié. Ensuite, on doit aller dans l'aspect sécuritaire, dans l'aspect alimentaire. On doit avoir la capacité de manger parce qu'on a énormément de terres inexploitées alors qu'on peut nous-mêmes être autosuffisants. Ensuite, la capacité d'avoir de l'électricité. On a des barrages qui ne sont pas utilisés. Ce n'est pas normal qu'on n'ait pas du courant au Congo alors qu'on a des grands barrages qui peuvent servir à avoir le courant. Et avoir aussi la partie sanitaire. Aujourd'hui, on a du mal à soigner au Congo. Et ce qui me fait mal, c'est que ceux qui ont les moyens, quand ils sont malades, ils courent tous en France et en Europe. Mais maintenant, vous dirigez une population qui n'a pas la capacité. Aujourd'hui, on peut mourir parce qu'on manque $20 à l'hôpital. Moi, j'ai perdu un petit Angel qui est mort parce qu'il manquait $20. J'ai dit à sa sœur, pourquoi tu ne m'as pas appelé? On aurait pu t'envoyer les $20. C'est parce que les besoins vitaux ne sont pas encore remplis. Donc ça entraîne en fait le fait que la population n'a pas de courant, n'a pas d'eau, ne rêve pas, n'a pas accès à l'information, ne peut pas entraîner une révolte. Mais ensuite, on peut agir aussi dans la partie éducation, qui est vraiment cher c'est un projet qui est cher pour moi. On va le développer juste après, mais le cas de figure justement de ce jeune à qui il manquait $20, il y en a plein qui ne connaissent pas forcément comment ça fonctionne au Congo. C'est plus ou moins dans le même système que les États-Unis. Comment fait? C'est dû à quoi? Est-ce que c'est les médecins les médecins dans un sens très large, mais le corps médical qui, parce que tout en haut ne sont pas servis, se retrouvent à vivre de ça, ou c'est tout en haut, ils ont décidé de fragmenter tout le monde et... C'est un système inégalitaire, parce que si tu n'as pas les moyens, on ne te soigne pas. Quand tu arrives à l'hôpital au Congo, on te demande d'abord, pour toute prise en charge, de payer d'abord. Alors que normalement, quand tu arrives à l'hôpital en France, on va d'abord te soigner, ensuite on vérifie les cartes vitales et tout, voir si tu es pris en charge ou pas. Mais on n'a pas ce système-là. Donc quand tu arrives, le médecin, il pense d'abord à son business. D'abord s'enrichir avant de soigner le patient. Alors que le médecin a une obligation de moyens. Il n'a pas une obligation de résultat, mais il va mettre les moyens nécessaires pour essayer de t'aider à guérir ou à survivre. Maintenant, on n'a pas ce système-là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux mourir à l'hôpital au Congo. Tu peux avoir un mauvais diagnostic parce que le médecin... J'ai une amie qui me disait, elle allait voir chez Nico, qui utilisait le même gant pour tous les patients. C'est très grave. Et qui te demande de t'allonger sur un lit, tu regardes le lit, il y a de la pisse, il y a plein de trucs. C'est pour dire qu'on traite des populations qui méritent mieux dans des situations impossibles. Mais ils acceptent ça parce que pour eux, ça devient normal. C'est pour ça que je dis qu'on nous prive de la capacité de réfléchir, d'avoir accès à l'eau, d'avoir accès à l'alimentation, d'avoir la capacité de voir les informations et de se questionner, tu prends tout ce qu'on te propose. Alors que normalement, on a tous les moyens et on a la force. La richesse du Congo, ce n'est pas nos matières premières. C'est la capacité des hommes et des femmes congolaises à porter des solutions au Congo. Ça, on ne l'a pas compris. C'est parce qu'on nous a vendu une narrative qui est un peu erronée. Votre richesse, c'est votre sous-sol. Non. Quand le FMI nous donne 150 millions de dollars
Cet argent-là, effectivement, c'est une création monétaire. Elle prend de la valeur quand ils ont le contrôle de nos matières premières. Et ça, on n'arrive pas à le maîtriser encore. C'est là où je dis on doit essayer de travailler sur tous ces mécanismes, et d'où le travail que j'abats depuis pratiquement 13 ans. Mais si notre sous-sol n'est pas notre richesse première, est-ce que tu comprendrais que le prochain gouvernement ou qu'importe cède plus de parts qu'il n'en cède actuellement pour se concentrer justement sur pouvoir aider le citoyen lambda qui a une idée par exemple? Non, après, je pense que, en fait, quand je dis que ce n'est pas notre richesse, parce que ces matières premières dépendent de notre capacité à les transformer. Ok. Maintenant, on n'a pas de leadership clair aujourd'hui au Congo. On est en train de jouer, j'ai une sœur qui s'appelle Tatiana Ndeka qui dit toujours « les autres jouent au jeu d'échecs et nous on joue au jeu de dames ». Ce qui veut dire qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Par exemple, accepter que l'IAC arrive au Congo, les forces East Africa. Le Congo est un pays d'Afrique centrale. Qu'est-ce qu'on a à faire à l'Afrique de l'Est? Étant donné que ceux qui veulent balkaniser notre pays sont de l'Afrique de l'Est. Et les élites Imatuti, donc de l'empire Imatuti, font partie des forces qui arrivent. Et là, on a créé une zone tampon où même nos militaires n'ont pas le droit d'y accéder. On est en train de partir vers une balkanisation du Congo qui va peut-être se retrouver comme le Soudan du Nord et du Sud. Mais je ne pense pas que ça arrivera parce que notre travail au niveau de cette jeunesse, parce qu'on a 70% de la population congolaise qui est jeune. Donc c'est à nous de faire des actions et montrer à ceux qui nous dirigent qu'ils sont en train de partir sur une mauvaise voie. Mais justement, cette population elle est jeune, mais elle ne sera pas jeune éternellement. Donc comment faire pour que ça, d'un côté, les jeunes soient formés vite et soient prêts, opérationnels vite, et de l'autre côté, s'assurer que la course contre la montre n'est pas finie? Après, moi, je suis pas dans... Je parle... on est dans une course, on est dans un marathon, pas dans un sprint. Ok. C'est pour ça qu'avec la fondation, je travaille sur 40 ans. Ok. 40 ans, peut-être que je serai devenu vieux, je serai peut-être assis dans une chaise avec une canne, et des petits vont me dire, au moins Magoza a essayé de faire quelque chose. Ça sera ma fierté. Maintenant, beaucoup de Congolais veulent travailler sur un sprint. On n'est pas en retard. On n'a juste pas encore les bonnes personnes pour pouvoir faire les actions nécessaires. Maintenant, aujourd'hui, je pense que ce gouvernement, il est en train de comprendre qu'il a peut-être failli. Parce qu'on a eu une émission avec Alain Foka où le conseiller privé du président nous dit clairement qu'ils ont tout donné au Rwanda. Mais à la fin, ça s'est mal passé. Comment, en tant que pays, tu peux tout donner pour avoir la paix? Si tu as une force militaire qui peut dissuader l'ennemi de dire que tu ne peux pas rentrer chez nous comme tu veux, ils vont te respecter. C'est pour ça que je dis, on a Bunaga, Rutshuru, Kiwanja qui sont tombés depuis pratiquement plus de 230 jours déjà, c'est pas récupéré. Comment on peut dormir et se réveiller dans un pays et dire qu'on est toujours au contrôle d'un pays alors qu'on a des villes qui sont occupées? C'est parce qu'on n'a pas de conscience collective qui va permettre de se dire, ok, nos villes sont occupées, on fait quoi? Ben, soit on avance comme un seul homme pour récupérer les villes, ou soit on reste dans l'attentisme. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, on a peut-être des personnes qui sont à des postes clés, mais qui n'ont pas le génie militaire ou qui n'ont pas peut-être le génie de prendre des initiatives. Maintenant, on est aussi face à une génération qui n'écoute pas les plus jeunes. Pourtant, on a grandi en nous disant que les enfants peuvent jouer du tam-tam et faire danser les adultes. Aujourd'hui, ces mêmes personnes qui nous disaient ça, ils ne veulent pas écouter les plus jeunes. Parce que le monde se modernise. Ceux qui dirigent aujourd'hui sont plus jeunes. Si on prend la France, Emmanuel Macron a redémarré la classe politique française. Il a mis des personnalités qu'on voyait de premier plan au second plan, qui sont même énervés lors du confinement, puisqu'il disait comment ça on peut nous confiner, nous priver de liberté. Mais il a redémarré la classe politique. Maintenant, ce qui nous manque en Afrique, c'est des actions comme au Mali. Par exemple, les Congolais, on a beaucoup rigolé des Nzingari. Aujourd'hui, c'est les mêmes Zingari qui nous donnent une leçon parce qu'ils ont chassé la France au Mali. Et Air France négocie pour garder des vols là-bas parce qu'il y a un intérêt économique. C'est pour dire simplement, on a passé notre temps à rigoler des autres, alors que chez nous, la maison était déjà en train de brûler, mais on ne réalisait pas. Sur ce constat, on va doucement aller vers la fin. J'aimerais juste que tu nous dises si par exemple on veut rejoindre la fondation ou aider la fondation ou t'aider de quelconque manière, comment on peut faire? Après, déjà, je tenais à dire que je fais une grande conférence sur qui est Magoza. En exclusivité, je vais donner, ça sera au mois d'avril 2023. Okay. Il n'y a pas encore de date, mais ça sera un samedi. Et je pense que ça sera sur Paris, puisqu'on est en train de se battre avec mon équipe pour avoir une salle dans Paris. On va aller sur un événement sur 60 personnes max. Okay. On ne va pas faire les présomptueux, on n'est pas encore... Certains estiment que je peux remplir même 500 places. Mais je leur dis pour l'instant, comme je suis un peu en déplacement perpétuel,
On va faire un petit événement pour donner envie. Ça sera un petit dans la capacité, mais au niveau des idées, il y aura du génie quand même, parce qu'il y aura des grands intervenants il y aura une sœur congolaise. Parce que dans mon équipe, j'intègre beaucoup et je mets en avant les femmes aussi. Parce qu'au niveau du Congo, on les relègue un peu au second plan. Pourtant, c'est elles qui tiennent l'économie congolaise avec leur petit business. Il y aura des intervenants. Donc, il y a une sœur qui sera là, une sœur congolaise. Et il y aura la présentation de ma plateforme qui s'appelle Ujima Plateforme, qui va réunir la diaspora et les populations locales. Dedans, on fera du réseautage. On fera des mises en relation, on fera beaucoup de services. On mettra en place aussi beaucoup d'entrepreneurs de la diaspora qui souhaitent investir au Congo, mais qui ont des difficultés administratives. Et dans le programme de la députation, si j'obtiens la députation, on militera aussi pour faciliter le climat d'affaires aux jeunes de la diaspora qui rentrent investir au Congo. Par exemple, si vous comptez venir au Congo dans 6 mois, nous, on peut anticiper toutes les démarches administratives en amont. Et quand tu arrives, tu gagnes ton temps. Parce que certains, ils arrivent au Congo pour 3 semaines et ils pensent qu'en 3 semaines, tu peux tout faire. Moi, j'ai eu un rendez-vous où en Europe, on peut le faire en un jour. Mais le gars m'a demandé de revenir une deuxième fois pour un document que je peux éditer moi-même en 45 minutes. Donc c'est pour dire la lenteur administrative. Si tu penses faire tout en 3 semaines, tu perdras du temps. Maintenant, il y a aussi des jeunes qui ne sont jamais allés au Congo. La capacité de leur dire quand tu vas au Congo, tu peux avoir des gens qui sont déjà au Congo, qui font partie de notre plateforme, qui vont t'accompagner pour les premiers jours pour que tu te familiarises et te donner les bonnes idées pour pouvoir aller. Justement, ce sujet-là, il me lance. Il y a beaucoup de jeunes qui, de ma génération, où les parents disent, ok, tu n'iras pas tant que moi je suis pas là, je suis pas avec toi, parce qu'il y a certaines vérités, certaines réalités ou certaines même craintes qui ne sont peut-être plus d'actualité, ou peut-être toujours, mais ça c'est encore un autre débat. Ce jeune-là, est-ce que justement ce format dont tu viens de parler... Ces jeunes-là, ils se retrouveront dans ma plateforme ou ma plateforme parce que ça sera une mise en relation. Okay. Par exemple, là, j'ai 2 amis qui sont déjà rentrés au Congo. Il y en a une qui a fait ses 3 ans le mois dernier. Il y en a une autre qui fera ses 1 an en février. Ils sont déjà installés. Quand tu vas là-bas, tu seras avec eux. Ils vont te mettre en relation avec des personnes de confiance et ils vont te faciliter ton séjour. Parce que souvent, les parents parlaient des croyances qu'eux-mêmes avaient à l'époque. Mais moi, je suis allé au Congo en août. Il y avait plein de jeunes de la diaspora, ils étaient venus tout seuls. Ouais. On s'est même retrouvés dans une boîte de nuit où il n'y avait que la diaspora. Ouais, et c'est là où je leur ai dit que ce genre d'opulence peut entraîner aussi que certains vous envient et tentent de vous empoisonner. Parce que dans la boîte où on était, il y avait de l'insolence de la diaspora. Quand ils venaient, ils voulaient une table, on disait non, ils appelaient le manager parce qu'un connaît le manager. Et ça, je leur dis au Congo, ça passe pas. Parce qu'il faut respecter aussi ceux qui n'ont pas votre pouvoir d'achat, mais qui sont dans la même boîte que vous. Ces choses-là, vous les faites en coulisses sans que les autres s'aperçoivent, sinon ça crée un peu l'inanimité. Ça crée en fait une forme d'animosité. Mais après, c'est des codes. Mais quand j'ai recadré tout ça après, ils ont adopté d'autres stratégies. Mais je sais qu'il y avait plus de jeunes parce qu'ils estimaient qu'il y avait plus de liberté au Congo, bizarrement. Alors que les parents disaient que c'est plus autoritaire. Mais ça aussi, c'est une réalité que le Covid ou la Covid a permis de nous donner en fait, en se disant en Afrique on a plus de liberté parce qu'on pouvait sortir, on peut faire des choses, alors qu'en France et en Belgique c'était un peu restrictif. Ouais, j'ai le souvenir d'un de mes parents qui se baladait à Keene, tout bonnement, là où nous on n'avait plus le droit de sortir après 18h, il y avait rien de fou. Pour finir cette émission, j'aimerais que tu participes comme tous nos invités à un portrait chinois, très simple. Si tu étais, tu serais, okay. Et tu nous expliques brièvement le pourquoi du comment. Pas de souci. Si tu étais une voiture, tu serais une Mustang Shelby. Est-ce que tu peux brièvement nous expliquer pourquoi? Est-ce que c'est juste ta voiture préférée? Non, c'est la voiture qui a fait souffrir Nicolas Cage dans 60 secondes chrono. Il n'arrivait pas à la voler. Et avant de la voler, il faisait une petite prière et une petite chanson, mais c'est la voiture qui lui donnait du mal. Si tu étais un personnage historique, tu serais? Personnage historique, je serais Patrice Emery Lumumba. Ça, je pense que c'est évident. Si tu étais un sportif? Un sportif, je dirais Justin Gatlin, parce qu'il a battu Usain Bolt sur sa dernière course en montrant qu'il a été fort, même s'il avait été puni pour dopage. Mais quand il est revenu, il a mis le clap de fin d'Usain Bolt, c'est lui qui le bat sur la dernière course. Est-ce que, justement, revenir sur lui, qu'est-ce que tu penses des gens qui le voient d'abord comme celui qui a été condamné pour dopage? C'est parce qu'ils ne connaissent pas l'historique. Il a été d'une insolence, je me rappelle à Athènes, il arrive en demi-finale, ils sont trois Américains sur le 200 mètres.
ils ralentissent, ils disent tu passes, avec son pote Sean Crawford. C'est la meilleure époque américaine. Et même sur le 200 mètres, sur le virage, il va ralentir pour laisser son pote gagner le 200 mètres parce que c'était pas sa course de prédilection. C'est pour ça que je dis qu'il faut connaître l'histoire. Gatlin est arrivé après Tyson Gay. Même Tyson Gay, il perd face à Usain Bolt à Berlin, mais il avait battu son propre record. Ce qui veut dire qu'il avait tout donné. C'est là où je dis, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, Tyson Gay avait ses attributs physiques, mais il a tenté tout et tu sens la déception. Après, moi j'aime bien le slogan américain qui consiste, on n'est pas là pour participer, Coubertin, ils viennent pour gagner. Ouais. Et Usain Bolt, il perd la course parce qu'il était focus sur Coleman qui est partenaire de Gatlin. Et du coup, il n'a pas vu Gatlin. Donc moi, je pense qu'il faut repartir dans l'histoire, voir ces courses-là et tu comprends là qu'il a fait des efforts naturellement. Et après, il a été pris, mais après, l'histoire de Depas, c'est l'équipe technique. Hein. Quand tu as une équipe qui fait des mélanges pour avoir des performances, ça finit par trahir. Mais c'est un grand athlète. Après, dans cette course, il a été hué avant la course. À la fin, il a montré que c'est un grand sportif. Il s'est carrément prosterné devant Usain Bolt pour lui dire t'es fort, mais c'est fini quand même en te battant. Si tu étais une date, ou enfin un événement plutôt. Un événement, je dirais, historique. Je dirais le refus de Rosa Parks de céder la place en 55 à Montgomery. Okay. Le boycott, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait plus de Noirs qui prenaient le bus que des Blancs. C'est pour ça que je dis on peut faire un boycott si on a de la conviction. Donc 55 Rosa Parks. Donc pour le coup, ce boycott-là, il n'avait pas duré 2 semaines. Donc... Il durait 1 an. Si tu étais, et pour finir, non, il nous en reste 2, si tu étais un plat congolais, tu saurais lequel? Plat congolais, Fumboa Maka, Boukouang. Ok. Et si tu avais un mot face cam de fin? Le mot de fin, c'est faudra apprendre à faire des compromis sans se compromettre. C'est un exercice très difficile, mais je conseille à tous ces jeunes, surtout les jeunes congolais, quand on te met de l'argent, pense à tes valeurs, la morale et l'éthique, refuse. C'est difficile, mais on va essayer d'insuffler un nouveau message à cette jeunesse. Et je le dis tout le temps, une jeunesse consciente, c'est les politiciens qui se grattent la tête. Parce que nous sommes aujourd'hui le cauchemar de ceux qui veulent balkaniser le Congo, parce qu'on prend des risques, parce que Lumumba nous avait dit le Congo exige de nous de la grandeur. On passera tous, mais le Congo restera. Et donc c'est sur ces rappels de notre grand monsieur Patrice Emery Lumumba qu'on clôture cette émission. On espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses et on vous retrouve dès la prochaine vidéo sur Transmac TV. Ciao tout le monde.